Chapitre 17 Seins et moustaches. Goblinville comptait une dizaine de pâtés de maisons. Tous ces logements, plus délabrés les uns que les autres, se faisaient mutuellement de l'ombre et possédaient un toit pointu ou une couverture de chaume en forme de cône. Les fenêtres s'entassaient au petit bonheur la chance, au point que, de l'extérieur, on se demandait si ces maisons avaient le moindre étage. La plupart étaient décorées dans le style grotesque des gobelins, avec des poutres taillées en pointe qui faisaient penser à des moustaches cirées, ou des frontons sculptés en forme de pieds ou de cornes. Les rues tortueuses et envahies par des chats étaient jonchées de débris de nourriture jetés par les fenêtres et d'autres déchets dans un tel état de décomposition qu'il ne valait mieux pas essayer de deviner ce qu'ils avaient pu être à l'origine. La ville se blottissait à l'ombre des tours de l'imposant château, dont le vaste escalier faisait face à la porte inférieure que Sarah et ses compagnons venaient de franchir. La vue avait dû être impressionnante avant que le bidonville ne l'obstruât. Ogle, Sarah, Ludo et messire Didymus, sur le dos d'Ambrosius, traversèrent une place sur la pointe des pieds. Le jour venait de se lever et la ville dormait. En empruntant plusieurs ruelles en direction du château, ils croisèrent çà et là des gobelins qui ronflaient contre un mur. Messire Didymus se racla la gorge et annonça d'une voix forte. « Cette discrétion est contraire à ma nature !»« Chut !» fit Sarah. « Silence, espèce de moulin à paroles !» gronda Ogle. « Désolé, gente demoiselle, » s'excusa le chevalier sans baisser d'un ton. « Je ne connais pas le mot peur. »« Je sais. Mais moi, si, répondit Sarah. Et moi aussi, réenchérit Ogle. Alors silence. Derrière le bidonville, ils arrivèrent sur une grande place au bout de laquelle se trouvaient les marches du château. Le silence avait quelque chose de lugubre. Le petit groupe se dirigea, sans bruit, vers l'escalier. On va y arriver, murmura Sarah le cœur battant. C'est un jeu d'enfant, lui dit Ogle. Il aurait mieux fait de se taire. Quand Sarah avait prononcé cette phrase la première fois, Jareth l'avait puni en lançant les nettoyeurs à ses trousses. Cette fois, il déclencha une bataille. Une sonnerie de clairon retentit et l'armée des gobelins jaillit de part et d'autre de la place en poussant un étrange cri de guerre dans le fracas métallique des armures qui s'entrechoquaient. Il ne restait qu'une chose à faire, prendre la fuite. Il n'existait qu'une issue, retourner en ville. L'armée sortait de 2 couloirs jumeaux qui s'incurvaient autour de l'escalier principal de telle sorte qu'ils débouchaient l'un en face de l'autre. Un peloton de bombardiers tractait un canon à l'avant-garde de chaque détachement. Or, les couloirs étaient en pente, les canons étaient lourds et les bombardiers enthousiastes. Ils risquaient d'entrer en collision s'ils ne reculaient pas en tirant de toute leur force sur leurs armes. Ce qu'ils firent, mais en vain, car l'infanterie et la cavalerie se bousculaient derrière eux et les repoussèrent vers l'avant. Tandis que les 4 envahisseurs couraient s'abriter entre les maisons, ils entendirent un énorme vacarme, comme si un millier de canettes vides se fracassaient les unes contre les autres. Ils se retournèrent et virent les soldats gobelins s'entasser les uns sur les autres, vague après vague. Sur les remparts, le joueur de clairon sonnait toujours la charge au point d'avoir le visage rouge écarlate. Mais on ne l'entendait plus. Debout derrière l'une des fenêtres du château, Jareth ne perdit pas une miette de la scène et esquissa une grimace presque imperceptible. Au pas de course, Ogle entraîna Sarah, Ludo et messire Didymus sur la monture dans les ruelles tortueuses de la ville. Au-dessus de leur tête, des gobelins se penchèrent à la fenêtre pour les regarder passer. Le petit chevalier ne cessait de protester. « Nous devons faire demi-tour et les affronter, l'honneur l'exige !» Ogle s'arrêta brusquement, en écartant les bras pour prévenir ses compagnons, qui s'immobilisèrent derrière lui. À l'autre bout de la venelle, un détachement de lanciers gobelins venait d'apparaître. « Oh oh » marmonna Sarah, « on n'est pas bien. »« Ne craignez rien, gente demoiselle » intervint messire Didymus. « Ces gobelins chétifs ne sont pas de taille face à un chevalier comme moi. » Il brandit son bâton et s'apprêtait à attaquer les soldats tout seul, quand Ambrosius fit demi-tour et s'enfuit de nouveau. Cette fois, son cavalier réussit à rester en selle et à le ramener à leur point de départ après avoir fait le tour des rues voisines. Sarah le héla depuis un pas de porte. « Par ici !»
Elle avait trouvé refuge dans une maison déserte qui ressemblait à une tour. À contre-cœur, Messire Didymus mit pied à terre et conduisit Ambrosius à l'intérieur. Sarah tira le verrou derrière lui en souriant. Certes, ils étaient en grand danger, mais rien ne pouvait être pire que ce qu'elle avait vécu avec la vieille gobeline. « Défendez la porte, messire! Ogle et moi allons garder la fenêtre. Ludo, monte sur le toit. »« Ludo, toi !» approuva la grande bête rousse avant de gravir l'escalier en colimaçon. « Attention, les voilà !» s'écria Sarah en apercevant l'ombre des gobelins au casque cornu que le soleil levant projetait sur le mur de la pièce. Messire Didymus se posta près de la porte, tandis que Sarah et Ogle prenaient position près d'un buffet plein de vaisselle en porcelaine. « Ludo, tu es prêt ?» demanda la jeune fille. « Ludo, prêt !» répondit son ami depuis l'étage. Un gobelin fracassa la fenêtre avec sa pique et passa la tête à l'intérieur pour voir qui se trouvait là. Sarah abattit une assiette sur sa tête. Il s'effondra sur l'appui de la fenêtre, puis son corps glissa à l'extérieur. Un autre prit sa place. Une deuxième assiette permit à Sarah de le repousser. Un troisième gobelin remplaça aussitôt ses camarades et eut le temps d'apercevoir les assiégés. « Ogle !» s'exclama-t-il. « Tu étais de notre côté avant !»« C'est vrai !» reconnut Ogle en lui cassant une théière sur la tête. Il s'évanouit malgré son aume. Une autre bouillie vilaine apparut alors, puis une cinquième. Dès que Sarah et Ogle voyaient poindre des oreilles pointues et des dents de travers, ils assommaient leur propriétaire. Messire Didymus était partagé. La jeune fille était vaillante, il fallait bien le reconnaître, et elle pourrait devenir une bonne commandante un jour. Mais d'un autre côté, elle avait posté son meilleur chevalier derrière une porte en bois verrouillée, où il ne risquait guère de lui être utile. Il mettait cette erreur sur le compte de l'inexpérience et se demandait s'il devait désobéir aux ordres et rejoindre Sarah à la fenêtre lorsqu'une hache en forme de trèfle fendit la porte. À travers la fissure, Messire Didymus aperçut des yeux rouges et entendit des voix qui parlaient avec animation. Voilà qui était mieux. Il se rendit compte à travers la fente qu'une demi-douzaine de gobelins arrivaient en courant avec un bélier. Aussitôt, il ouvrit la porte. Le bélier passa devant lui à toute allure. Il s'occupa alors de chaque gobelin à l'aide d'un coup de bâton bien placé. « Prenez ça !» s'écria-t-il gaiement. « En garde !»« Oui, monsieur !» Il claqua la porte et la verrouilla de nouveau. Il cherchait à la renforcer à l'aide du bélier quand une nouvelle escouade de gobelins la défonça. Messire Didymus n'eut pas le temps d'attraper son bâton. Ses adversaires lui sautèrent dessus, le clouèrent à plat ventre et lui explosèrent le nez sur le sol à plusieurs reprises. Au bout d'un moment, ils s'arrêtèrent pour examiner leur œuvre. « Les railla le chevalier. « Vous vous fatiguez déjà ? Bande de corneaux ! Il en faut peu pour soumettre les pleutres que vous êtes !» Ils recommencèrent à lui cogner la tête par terre, mais Sarah avait repéré le manège et les dispersa à l'aide d'un pot de chambre. Messire Didymus se releva aussitôt et vint rapidement à bout des misérables. « Sang et moustache !» s'exclama-t-il. « Cela vaut-il la peine d'abîmer mon bâton pour éliminer pareille vermine ?» Sarah et Ogle tenaient toujours la fenêtre, mais leur réserve de vaisselle s'amenuisait et la horde des gobelins ne se décourageait pas. Quand il n'y eut plus d'assiettes, de pichets et de bols pour la soupe, il fallut passer aux tasses et aux soucoupes. Mais il en fallait parfois 2 pour assommer un seul adversaire. Un autre gobelin reconnut Ogle. « Mais qu'est-ce qu'on t'a fait ?» protesta-t-il. « À moi, rien, répondit-il. Mais vous avez volé le petit frère de Sarah. » On a violé un bébé et la belle affaire. C'est ce que font les gobelins, tu sais bien, Ogle. Une soupière que le petit homme gardait en réserve pour une occasion spéciale mit fin à ce discours. Sur le toit de la tour, les lances pleuvaient sur Ludo, mais sans l'atteindre, car il était accroupi derrière le parapet. Un détachement de gobelins eut l'idée d'escalader le mur extérieur avec des échelles dans l'espoir de submerger le monstre roux. Mais ce dernier refusa de se laisser faire et les précipita au sol un par un dès qu'ils arrivèrent en haut de leur échelle. L'artillerie fut alors appelée en renfort. Un canon propulsa un gobelin avec un casque à pointe en direction de Ludo. Mais l'arme ne visait pas très juste, et la créature alla se planter dans le mur en torchis d'une maison voisine. Messire Didymus possédait une ouïe très développée et entendait 2 gobelins discuter à l'extérieur de la maison. « C'est pas une écervelée, » disait l'un d'eux. « Ouais, j'aimerais bien avoir une cervelle comme la sienne, » répondit le deuxième. « Moi aussi, pour la manger !» Cette conversation provoqua la fureur de Messire Didymus. Son honneur de chevalier ne pouvait tolérer qu'on menaçât une aussi belle demoiselle. Il sauta sur le dos d'Ambrosius en s'écriant « Bande de Wisigoths et de Vandales, comment osez-vous blasphémer ainsi à propos de la vertu d'une jeune fille ?»
Sarah se retourna et le vit charger les gobelins en brandissant son bâton. « Non !» s'écria-t-elle, mais trop tard. Messire Didymus réapparut dans son champ de vision quelques instants plus tard, sur le dos, tête la première. Ambrosius le suivait au galop. Le preux-chevalier se releva et se remit aussitôt en selle. Ambrosius se cabra et lui fit de nouveau faire le tour de la ville jusqu'à ce qu'ils se retrouvassent face à une longue rangée de lances. Derrière eux, d'autres pics apparurent dans l'étroite venelle. « Ne t'inquiète pas, Ambrosius, je crois qu'on les a encerclés. » Grâce à une série de coups et de parades incroyablement rapides, il désarma tous les adversaires qu'il avait devant lui et s'engouffra triomphalement sous un porche. Mais le linteau en bois, plus bas que prévu, le désarçonna. Le temps de se relever, messire Didymus se retrouva au cœur d'un cercle de lances. « Ah !» gronda-t-il. « Vous n'en pouvez plus, hein ? Très bien. Jetez vos armes et je veillerai à ce que vous soyez bien traités. » Tandis que les lances s'apprêtaient à le transpercer, il sauta sur l'une d'entre elles, remonta le long de la hampe et bondit sur sa selle, qui n'était plus là, Ambrosius ayant de nouveau eu le bon sens de fuir. De son côté, Sarah eut une idée. « Ludo, appelle les rochers !» Mais du haut de la maison, il ne pouvait pas l'entendre à cause du vacarme. Elle n'avait d'autre choix que de le rejoindre. « Oguel, il faut qu'on se replie, monte à l'étage. »« Toi d'abord !» Elle obéit, il la suivit. Messire Didymus, en difficulté, entra dans la maison juste à temps pour protéger le repli stratégique. Il gravit l'escalier à reculons en cédant une marche à la fois et en repoussant les assaillants à coups de taille et d'estoc. Sarah arriva en courant en haut de la tour. « Ludo, appelle les rochers !» s'écria-t-elle hors d'haleine. Il n'eut pas besoin de se faire dire 2 fois. Il pencha sa grosse tête en arrière, ferma les yeux et beugla plus longtemps et plus fort qu'un cor alpin. La terre frémit et la tour se mit à trembler. Un grondement s'éleva dans le lointain. Des fragments de maçonnerie se détachèrent des murs du château. En attendant l'arrivée des rochers, le petit groupe fut bien obligé de reconnaître que dans l'immédiat ils étaient en péril. Messire Didymus n'allait pas pouvoir retenir les envahisseurs beaucoup plus longtemps. Ludo avait repoussé les échelles si bien qu'il était pris au piège en haut de la tour, à moins qu'il existât un moyen de descendre le long des murs extérieurs. Même les amis de Ludo, les rochers, n'allaient pas pouvoir les aider là-haut. Sarah regarda par-dessus le parapet. Tous les gobelins rassemblés devant la maison se disputaient pour entrer derrière eux, derrière ceux qui obligeaient Messire Didymus à reculer. En revanche, la ruelle derrière la maison était déserte, ce qui donna une idée à la jeune fille. Juste avant de sortir sur le toit, elle avait traversé une chambre qui abritait 2 lits. Les gobelins n'étaient pas encore arrivés jusque-là. Elle redescendit en courant. « Retenez-les le plus longtemps possible, messire Didymus, demanda-t-elle. « Ce sera le plus grand plaisir de mon existence, belle damoiselle, assura-t-il. Avec vivacité, Sarah noua les draps et les couvertures pour en faire une corde. Puis, elle remonta sur le toit de la tour, attacha un bout de la corde à un créneau et lança le reste par-dessus le rebord. Elle constata avec soulagement que cette corde de fortune arrivait presque jusqu'au sol. « Toi d'abord, Oguel. » Il hésita. « Je suis un lâche. »« Pas du tout. »« Tu as raison, » dit-il en souriant après une courte réflexion. « Je n'en suis pas un. C'est drôle, j'ai toujours pensé le contraire. » Il empoigna la corde, grimpa sur le parapet et descendit le long du mur. Arrivé à terre, il tint la corde afin de la stabiliser pour Sarah. « Ludo, tu es le prochain, » annonça la jeune fille avant de rejoindre Oguel en bas. « Dis à messire Didymus de te suivre. » En voyant le corps massif de Ludo franchir le parapet, Sarah croisa les doigts. Elle espérait que la corde tiendrait bon. Elle osait à peine regarder, mais elle s'inquiétait pour rien. Ludo descendit un peu trop vite et s'écorcha les pattes, mais il arriva en bas sain et sauf. À présent, c'était au tour de messire Didymus. Les 3 amis se tordirent le cou pour l'observer, tout en haut de la tour, debout sur le parapet. Le tout petit mais puissant chevalier leur tournait le dos, et son bras armé ne cessait de bouger. De sa main libre, il empoigna la corde et descendit de quelques centimètres le long du mur. Puis ils le virent lever son bâton et détacher la corde. Il commença aussitôt à dégringoler. Horrifiée, Sarah plaqua ses mains sur ses joues. Mais messire Didymus savait ce qu'il faisait. Sans lâcher son bâton, il agrippa l'autre pan du drap et écarta les bras. L'air s'engouffra dans le tissu qui se transforma en parachute. Le chevalier atterrit en douceur à côté de ses amis. Sarah reprit son souffle pour mieux protester.
Messire Didymus, pourquoi avez-vous fait une chose pareille? Voulez-vous bien lever vos jolis yeux vers le ciel, gentes demoiselles? Sarah obéit et aperçut un certain nombre de gobelins perplexes et furieux qui les regardaient du haut de la tour. Vous n'aviez nulle envie qu'ils se joignissent à notre compagnie, n'est-il pas? Demanda Messire Didymus, le regard pétillant de malice. Pendant leur évasion, le grondement des rochers avait pris l'ampleur d'un rugissement océanique. Ils déboulèrent sur la plaine par centaines et s'empilèrent les uns sur les autres devant les remparts de la ville afin que les rochers suivants puissent gravir la rampe ainsi formée et bondir à l'intérieur. Ils ne tardirent pas à envahir les rues en renversant les gobelins comme des quilles et en poursuivant de manière implacable ceux qui s'enfuyaient. Il n'y avait aucune cachette possible. Les rochers défonçaient les portes des maisons où les soldats trouvaient refuge. Quand ces derniers sautaient par les fenêtres, les rochers n'étaient pas loin derrière. Des pelotons entiers se retrouvaient, emmurés par les pierres qui s'amassaient devant les ouvertures des maisons. Le commandant en charge de l'artillerie, ne voyant pas d'autre solution, donna l'ordre de viser les nouveaux assaillants. Au moment où un gobelin allumait la mèche, un rocher sauta dans la bouche du canon qui explosa, transformant le commandant en un épouvantail noirci. Sarah traversa la ville en proie au chaos pour retourner sur la place devant le château avec ses amis. 2 hallebardiers leur interdirent bravement l'accès à l'escalier. Derrière elle, Sarah entendit un grondement sourd. Elle se retourna et poussa un hurlement en voyant un gros rocher rouler dans leur direction. Il sauta par-dessus la jeune fille et ses compagnons et s'écrasa sur le hallebardier. « Rocher ami !» commenta Ludonon sans fierté. En haut des marches se dressait une grande porte ornée de sculptures grotesques. Sarah voulut l'ouvrir, mais le solide panneau de bois était verrouillé. Pourtant, Ludo le défonça comme si c'était du bois pour allumettes. Devant eux, ils découvrirent un grand couloir qui traversait le château. Au bout de ce couloir, on apercevait le trône, au-dessus duquel était toujours perché le vautour. « Toby !» murmura Sarah en courant le récupérer. Si Jareth était là, il ne pourrait pas l'en empêcher. Plus rien ne pourrait l'arrêter désormais. Mais la salle du trône était vide, tout comme le berceau qui se trouvait en son centre. D'après la pendule, il était 12h57. Sur son perchoir, le vautour se dandinait d'une patte sur l'autre et laissa échapper un son qui ressemblait à un rire funeste. Fin du chapitre 17.